à la majorité sur le nom de rue Marie Curie. Considérant qu'il convient de résoudre les problèmes de dysfonctionnement générés par une dénomination distincte de la voie Renard-Benoît entre le côté Épône et le côté Mézières-sur-Seine, considérant qu'il convient d'attribuer un nom de voie à celle qui est en cours de création au sein de l'ensemble immobilier du dit cabinet médical, il est proposé ce soir aux membres du Conseil de modifier la dénomination de la rue Renard-Benoît en boulevard et de nommer la nouvelle voie créée entre ce boulevard et la rue des Deux Frères Laporte, rue Marie Curie. Très bien. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Alors je précise à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, si vous pouvez nous confirmer, on a vu que dans les commentaires vous mettiez qu'il n'y avait pas le son. On vient de regarder normalement, il y a le son. Donc si vous pouvez juste nous confirmer en commentaire qu'il y a bien le son. Ok. Merci à la régie. Du coup, il n'y a pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 3, Madame Drouet, c'est encore à vous. Oui, il s'agit d'une institution d'une autorisation préalable aux démolitions. En effet, pour mémoire, les conseils municipaux précédents avaient acté du fait de soumettre les démolitions sur la commune à permis préalable, d'abord sous le régime du POS, du plan d'occupation des sols, puis sous celui du PLU, du plan local d'urbanisme. Or, avec le passage au PLUI, au plan local d'urbanisme intercommunal, le conseil municipal aurait dû délibérer de nouveau pour maintenir cette obligation de permis. Compte tenu du fait que la commune dispose de biens patrimoniaux de caractère et parfois remarquables, il est proposé ce soir de renouveler cette obligation. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Pinchot. Qui va gérer cette autorisation? C'est le maire ou c'est GPSEO? C'est les services de la commune en lien avec le service instructeur pour, en liaison. En liaison, pour voir si ça correspond au PLUI, comme d'habitude. D'accord. Mais bien sûr, à la fin, c'est le maire qui a le droit. C'est le maire qui signe ou son adjointe, puisqu'elle a une délégation de signature. Voilà. Mais c'est la procédure classique et c'est aussi, surtout pour préserver la commune. Alors, on a la chance depuis 2019, même si on aurait dû le revoter, ce permis. La plupart des gens, même on le verra sur le point suivant, sur le permis de diviser, nous demandent instinctivement, puisqu'ils pensent que, du coup, on a eu cette chance. Mais on n'est pas à l'abri. On s'est rendu compte, en regardant, qu'on aurait pu passer outre et quelqu'un qui achète et qui connaît bien les lois et qui voit qu'on n'a pas délibéré là-dessus, ben, il pourrait démolir sans permis de démolir, voire diviser sans permis de diviser. Donc c'est préventif et ça permet de garantir, de conserver notre Mézières-sur-Seine d'aujourd'hui. D'autres questions sur cette délibération? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Et Madame Drouet, je vous laisse le point 4. Très bien, merci. Donc, comme pour le point précédent, le PLUI a rendu caduque la délibération du Conseil municipal de 2018 ayant soumis les divisions foncières à autorisation préalable. Or, les règles nationales d'urbanisme qui prévalent sous régime du plan local d'urbanisme ont élargi les possibilités de constructibilité, supprimant par exemple la notion de surface minimale, comme vous le savez, d'une parcelle pour qu'elle soit constructible. De fait, la commune de Mézières-sur-Seine, étant historiquement constituée de pavillons et de fermes bâties sur de grandes parcelles, cette modification de réglementation engendre un phénomène de division foncière conduisant à une densification du bâti. Or, les conditions d'accès ou de raccordement au réseau, notamment, ne sont pas toujours garanties. Aussi, il est proposé de renouveler l'institution d'une autorisation préalable à toute division foncière sur la commune. Considérant que les divisions foncières sur la commune, historiquement constituées de grandes parcelles, sont susceptibles de générer des risques en termes de salubrité et de sécurité publique, que l'institution d'une autorisation préalable à division permettra de s'assurer que ces divisions ne se heurtent pas à de telles considérations, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'instaurer l'autorisation préalable aux divisions foncières sur l'ensemble des zones constructibles de notre commune. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 5, subvention complémentaire pour le CCS. Madame Imad, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Ok, parfait. Alors, le Centre communal d'action sociale fait face à plusieurs imprévus qui ont pour conséquence une augmentation de son chapitre dédié aux dépenses du personnel. Ainsi, le service est confronté à plusieurs accidents de travail qui ont nécessité le recrutement de remplaçants pour continuer d'assurer les interventions de maintien à domicile.
Par ailleurs, pour la bonne marche du service, il s'est avéré opportun de recruter une apprentie qui vient en renfort sur la partie administrative, permettant ainsi au service de se déployer dans de nouvelles actions telles que la semaine bio et prochainement l'ouverture de la cantine scolaire aux aînés. Ces deux effets cumulés génèrent une augmentation des dépenses de personnel que les projections de recettes ne permettent pas de combler. Aussi, le CCAS sollicite une subvention supplémentaire de 20 000 € auprès du budget communal au titre de l'exercice 2023. Considérant que la subvention allouée par la commune au bénéfice du CCAS pour l'exercice 2023 s'avère insuffisante pour la prise en charge des dépenses du personnel, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la subvention de 20 000 € au titre de l'année 2023 pour le Centre communal d'action sociale. Merci Madame Imad. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Adijan. Ça va être tous les ans ou c'est exceptionnel? Ça peut être tous les ans, en fait, on n'en sait rien. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une augmentation aussi bien du nombre de bénéficiaires, du nombre d'interventions également au sein du CCAS. On a aussi eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, une augmentation du budget du CCAS suite c'était la prime Ségur 2, dont les intervenants aujourd'hui bénéficient. Donc, du coup, aujourd'hui, on est en incapacité de vous dire si le budget sera toujours... voilà, c'est le service du CCAS, il y a des géométries variables, il y a des facteurs variables, il y a une augmentation aussi de la population de nos aînés. On a eu une étude dernièrement qui nous ont dit qu'entre 2009 et 2020, on a eu 50% d'aînés en plus sur la commune. On est passé de 250, 280 à plus de 700 aînés sur la commune. Donc, ce qui va engendrer automatiquement une augmentation, certes, du budget, pour pouvoir, nous, pouvoir apporter ce que aujourd'hui le CCAS apporte au niveau de nos aînés, aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'au niveau des colis des aînés et de tous les services que le CCAS aujourd'hui apporte au niveau des aînés. Là, de toute manière, on va préparer le budget 2024. On aura d'autres éléments, mais il faut qu'on se rende à l'évidence. On a une population qui vieillit de plus en plus. On a la chance que nos aînés restent sur la commune et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et la solution que vous avez proposée à la commission, c'est que M. le maire est arrivé en même temps à la commission, qui avait proposé justement pour tous ces professionnels, il n'y avait pas moyen de séparer un petit peu leur système qui est aujourd'hui actuel. Ça veut dire que les femmes de ménage toutes seules et les professionnels de la santé toutes seules, parce que sinon... Alors j'entends bien, on en a discuté, et je pense que c'est un point sur lequel on va retravailler aussi pour l'année prochaine, dans le sens aujourd'hui, tous nos bénéficiaires, en fait, ils demandent tous les soins. C'est-à-dire qu'ils veulent bien de soins à domicile qu'en même temps un ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément qu'une demande de ménage, comme vous dites. Donc maintenant, s'il y a une réflexion à se faire, et je pense que c'est sur lequel on va travailler avec le CCAS, normalement début d'année 2024, sur comment pouvoir amener d'autres services et peut-être apporter financièrement autre chose, et peut-être pas forcément pour des personnes qui sont dépendants, mais peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être que j'ai des personnes sur la commune de Mézières qui voudraient avoir un service de ménage, etc. Mais en attendant, sur le service du maintien à domicile, c'est compliqué de dissocier une intervention et une autre, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des interventions qui sont demandées par un bénéficiaire, le ménage est intégré dedans. Non, mais je suis bien d'accord avec vous, mais je parle du personnel. Oui, par rapport au personnel. Parce que les heures d'une professionnelle de la santé n'est pas le même qu'une dame qui fera le ménage. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Je suis d'accord avec vous. Après, le but, c'est de se dire, si demain on prend quelqu'un qui va faire du ménage, il faut qu'on soit sûr que ces heures de ménage puissent être complétées par d'autres personnes, en fait. On ne peut pas se dire, demain, on prend quelqu'un pour, justement, boucher un trou, entre guillemets, mais derrière, on doit s'engager à se dire, si on prend quelqu'un en salarié avec tant d'heures, il faut que derrière, elle puisse aussi prétendre à d'autres prestations, et qui sont peut-être pour autrement que des aînés. Donc c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut qu'on travaille. Mais après, aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a remarqué, et on a travaillé aussi avec les services du Pôle emploi, on a énormément de mal à recruter. Donc il y a une problématique qui est nationale sur le recrutement aussi bien du personnel. Ce n'est pas des métiers qui donnent envie. Donc là, cette année, ça a été très compliqué au niveau du recrutement, et ce qui a généré, comme on avait expliqué en commission, des heures supplémentaires, parce qu'on était en manque de personnel. On a eu des accidents de travail
qui ont provoqué aussi des heures supplémentaires pour nos agents et des remplacements, donc des cours en plus supplémentaires. Donc tout ça, ça fait que voilà, on se retrouve à devoir justement accompagner le CCAS et accorder ce budget supplémentaire. Et après, c'est ce que je vous dis, on a aussi l'augmentation de la population et des aînés qui est là, et on se doit aujourd'hui d'apporter ces prestations à nos aînés. Oui, parce qu'il faudrait peut-être y prendre tout de suite, parce qu'avec les heures qu'ils vont faire et les arrêts que vous allez avoir au niveau du CCAS, le budget va gonfler. Hein. Certainement. Après, dès lors que le budget, j'espère, qu'il sera toujours disponible, voilà, c'est des choix, c'est un service que... Voilà, nous, le maintien en domicile, on y tient. Je sais que beaucoup de communes ont fermé parce que voilà, c'est toujours compliqué aussi niveau budgétaire. Mais en attendant, on a, voilà, c'est ce que je dis, hein, je fais nos aînés, c'est les premiers aussi à payer leurs taxes foncières, c'est les premiers, voilà, ils ont été là, ils sont là depuis des années. Non, sur mais la commune. je me plains pas. Après, je veux juste qu'on trouve une solution pour pas que ça coûte non plus une fortune à la ville. Mais Monsieur le maire avait trouvé une solution justement par rapport à la commission qui avait dit qu'il fallait séparer les deux services, c'est faire le service santé et le service ménage. Parce que là, vous avez du mal à trouver parce que vous cherchez une personne qui fait le ménage et en même temps la santé. Mais comme je vous disais, peut-être que ça ne les intéresse pas. Non, mais je suis d'accord, mais c'est ce que je vous disais, la plupart des bénéficiaires ont toutes ces interventions en même temps. Et c'est pour ça que c'est une idée et c'est un sujet sur lequel on va travailler. Et on travaillera certainement pendant nos commissions et en même temps au conseil d'administration. Il y aura des points sur lesquels, et dont vous faites partie, et que ce sera intéressant à trouver et à travailler sur ces sujets-là. Et voilà, nous, on a échangé avec les directrices du CCAS. Elle est prête à ce qu'on travaille sur ces sujets-là et de trouver une solution, comme vous dites, pour essayer de voir où on peut essayer de trouver ce financement qui va peut-être manquer et qui va faire défaut sur le budget. Ok, merci. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur le maire? Non, après, je voulais dire que, comme vous, les élus majoritaires, faut se le dire, 20 000 euros de plus sur un budget qui a déjà été augmenté, ça nous ennuie, d'autant qu'on est en train d'essayer de chercher partout des économies, et le CCAS, malgré tout, on sait, à date, hormis aller grappiller, puisqu'on travaille dessus depuis quelques mois avec Madame Imad et la directrice, mais ce qu'on a vécu au niveau communal, par exemple, Madame Imad pourrait vous donner des exemples, mais par exemple, les 3,5 points d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Les agents du CCAS sont fonctionnaires, donc ils l'ont eu. Le 1,5 point supplémentaire, ils l'ont eu aussi. La prime Ségur, c'est quasiment 260 € par mois par agent, x 6, x 12. Tout ça, c'est inhérent au service et à nos choix politiques. Mais c'est rien qu'à ça, quasiment 17 000 € par an, presque 20 000 €, alors qu'on n'a rien décidé. Tant mieux pour les agents, c'est l'État qui l'a décidé, et pour certains, ils ne s'étaient pas augmentés depuis 2009. Mais ça veut bien dire que c'est un coût, en plus de tout ça, on a, à date, me semble-t-il, dépassé au CCAS le nombre d'heures qu'on a fait sur l'année 2022. Donc ces heures-là, il faut les payer. Les agents, ils ne travaillent pas gratuitement. Donc tout ça fait que c'est compliqué, comme l'a dit aussi Madame Imad, là où certaines communes se disent on va refiler ça au privé. Nous, aujourd'hui, on pense que nos anciens, on le voit quand on emmène nos anciens dans les EHPAD à 3 000 € par mois, dans certaines conditions dans lesquelles ils sont conservés, ils sont gardés, on prend soin d'eux ou pas. On pense qu'aujourd'hui, les enfants que nous sommes ont plutôt envie d'accompagner nos anciens pour rester à domicile le plus qu'ils peuvent. Et donc, si nous, les collectivités, on ne fait pas cet effort, le donner à du privé pour des prestations certainement pas à la hauteur, à parfois 30 € ou 40 € de l'heure, enfin voilà, c'est pas notre volonté. C'est un service public, ça coûte de l'argent, on le sait. Mais après, voilà, il y a certainement des choses à faire. Et pour me rassurer, j'ai regardé, parce qu'on est dans les décisions modificatives de budget, vu qu'on arrive sur les périodes de fin d'année, j'ai regardé d'autres conseils municipaux, et je vous invite à regarder celui de Poissy, qu'ils ont voté. Nous, on parle de 20 000 € sur 160 000 € de budget. Donc le pourcentage est faible, même s'il est de trop, on pourrait se le dire. Je vous invite à regarder le conseil municipal de Poissy, où c'est bien plus que 10 ou 20%, c'est beaucoup plus, parce qu'ils ont la même problématique que nous, et ils ne veulent pas fermer leur CCAS, et je pense qu'ils ont raison. Voilà. Mais ce n'était pas une question de fermer le CCAS, monsieur le maire. C'est juste de trouver une solution au problème qu'on a aujourd'hui.
Mais on va essayer de trouver des solutions. On a fait bosser même, on a fait travailler notre directrice générale des services sur le sujet en regardant, parce que vous savez que les anciens qui font appel à des prestations du CCAS ont des aides du département. Et donc nous, on est plafonné. On peut pas, parce que moi, quelque chose d'assez bête, vu que je viens du monde de l'entreprise, je prends mon taux horaire, je me dis ça coûte tant, je peux accepter un reste à charge, mais à quel montant? Et je me dis on facture tant pour pouvoir limiter la casse. Mais en fait, on est plafonné, et on a énormément de reste à charge. Par contre, et c'est là-dessus qu'on travaille, ça s'appelle des prestations de complaisance. On pourrait, par exemple, pour prendre une femme de ménage pour laquelle on aurait besoin d'aujourd'hui de 12 heures, on pourrait la prendre à 20 heures, mais proposer aux Mésirois, qui ne sont pas autant dans le besoin que nos anciens parfois alités, de faire le ménage en complément, parce que, il faut se le dire, avoir quelqu'un qui accepte de faire du ménage à raison de notre simple besoin, c'est-à-dire 10 heures par semaine, c'est un contrat extrêmement précaire, personne ne va le prendre, ce poste. Donc on est obligé de... Donc voilà, il faut trouver des solutions alternatives. On y travaille et en effet, comme l'a dit Madame Imad, c'est aussi un service compliqué, tant de façon journalière, puisque Madame Michu, chez qui on va faire parfois 4 fois par jour le ménage, leur passage, et puis aller lui faire sa toilette, lui donner à manger, et il s'avère que des fois, du jour au lendemain, elle est hospitalisée, donc il faut chambouler tout le planning, et du coup, à qui on file les heures, si on ne veut pas payer les gens à ne rien faire. Et puis, parfois, Madame Michu aussi, il s'avère qu'elle décède, et c'était quand même quelqu'un qui s'occupait d'elle l'équivalent de 15 heures par semaine, et il faut trouver aussi du boulot. Enfin, voilà, c'est un service difficile à gérer, et voilà ce que je voulais ajouter. Bon, bravo au service quand même. Merci. Merci. Je pense que l'augmentation de leur salaire, ils le méritent, pour Bien s'occuper sûr. des anciens. Ah oui, mais on n'a Par rien contre, dit. Moi, j'ai été surpris que sur le MAG numéro 13, vous faites appel aux dons. Moi, je trouve que la commune a quand même les moyens de financer nos anciens. Oui, Moi, c'est ce que j'ai pensé. Oui, la commune a moyen de financer nos anciens, Madame Nold, mais les entreprises, et vous l'avez vu dans cet appel aux dons, on l'a fait surtout pour se donner les moyens d'aller faire appel aux entreprises et à des personnes qui ont envie de défiscaliser. Exactement. Vous savez qu'un don au CCAS, vous le défiscalisez. Donc parfois, plutôt que de vouloir donner à une œuvre caritative X ou Y, où vous vous dites j'ai peut-être 200 € à défiscaliser, je peux le donner au CCAS. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée. En effet, regardez, on le vote, s'il fallait 20 000 ou s'il fallait 25 000, on les aurait votés. Enfin, je l'espère que tout le monde votera de cette délibération. Mais il y a peut-être des gens qui ont besoin de défiscaliser. Il y a peut-être des entreprises aussi qui peuvent défiscaliser. Donc c'était logique, puisque ce document, on l'envoie à toutes les entreprises qui font de la publicité dans le magazine aussi. On s'est dit que c'était peut-être un levier pour peut-être aller chercher 500 €, 1 000 €, et voilà. Mais c'était pas pour faire pleurer dans les chaumières de dire s'il vous plaît, on a besoin de l'argent. Oui. Si Moi, je vous l'ai avez pris besoin de comme ça. défiscaliser, allez-y. J'ai dit bon sang, mais pour les vieux, ils n'ont pas de sous. Et je voulais revenir par rapport à ça, justement, parce que je suis en charge du développement des commerces. Et moi, j'ai beaucoup de commerçants et d'entreprises qui me demandent chaque année, nous, on voudrait bien faire des dons, etc., soit des associations sportives ou autres, pour justement l'histoire de la défiscalisation. Donc l'idée, c'était de leur dire, voilà, vous pouvez le faire. Ils ne savaient pas que le CCAS, étant considéré comme une association, pouvait recevoir des dons. Et donc c'était important, nous, de mettre cette information-là, parce que n'oublions pas aussi que le CCAS apporte aussi des soutiens à des personnes en difficulté. Alors, il n'y a pas que les aînés. On peut se retrouver aussi sur la commune à avoir des personnes en difficulté, avoir des familles en difficulté, des personnes sans abri, etc. Et c'est toujours un plus de pouvoir recevoir ce type de dons pour accompagner ces personnes-là et ne pas encore le dire, d'impacter forcément le budget qui normalement est alloué d'une autre façon. Donc c'est pas c'était à titre informatif, et il était important aussi de le présenter aux entreprises et à autres, parce qu'on a eu aussi des dons de particuliers qui étaient... et donc voilà. Et c'est toujours bien aussi de se dire que, moi je me mets à la place d'un particulier, de se dire, voilà, je veux faire un don, je sais que j'ai une défiscalisation, mais au moins je sais qu'il sert à quelque chose. Et il y a ce petit sens de se dire, vas-y, je fais attention aux aînés, même si aujourd'hui ces personnes-là n'ont... Voilà. Très bien. Merci. D'autres questions? Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Monsieur Varlet. Qui s'abstient? Très bien. Vote à la majorité. Je vous en remercie.
Non. Contre. Point numéro 6, Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Donc, instauration d'une convention de mécénat pour le soutien aux animations communales. Comme les années passées, la municipalité souhaite reconduire l'installation d'une patinoire à l'occasion des fêtes de fin d'année. En 2022, a été fait le choix d'une structure plus importante. À cette occasion, des mécènes se sont manifestés, ce qui permit le financement exceptionnel de cette manifestation. Leurs dons ont été acceptés sous forme de convention et ou décision du maire au titre de la délégation donnée au maire en début de mandat. Or, afin de pérenniser ce dispositif, il convient de s'inscrire dans la réglementation plus spécifique du mécénat. Une convention de principe de mécénat valable pour toutes les animations communales a donc été élaborée et présentée au Conseil pour adoption, en vue notamment de l'installation de la patinoire 2023. Aussi, vu l'article L21 du Code général des collectivités locales, vu le Code général des impôts, considérant qu'en raison des contraintes budgétaires qui pèsent sur la commune, il convient de diversifier ses sources de financement pour conduire les actions municipales en matière d'animation de la ville. Considérant que les collectivités peuvent recevoir les dons au titre du mécénat et peuvent mettre en place des partenariats avec des acteurs économiques dans le respect des règles des marchés publics, considérant la nécessité d'officialiser, de contractualiser et de détailler chacun des partenariats. Article unique. Il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention type de mécénat dans le cadre des animations communales et d'autoriser Monsieur le maire à définir les champs adaptés à chaque partenaire et animation, étant précisé que la signature de chaque convention fera l'objet d'une décision au titre de la délégation accordée par délibération numéro 2020-17 du 25 mai 2020 qui sera communiquée au Conseil. Pièce annexe numéro 3, projet de convention de mécénat dans le cadre des animations communales. Merci Monsieur Martin. Des questions sur cette délibération qui nous permet d'aller chercher de l'argent? Très bien. Donc pour information, ça nous permet d'avoir une convention unique de mécénat qui, dans le cadre de plusieurs manifestations, on pourra aller chercher et demander à des mécènes de nous accompagner. Et forcément, vous le saurez dans les décisions du maire qu'il y a en point d'information à chaque fois. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Ah pardon. Madame Noll, abstention. Pas de contre. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Très bien. Point numéro 7, décision modificative numéro 2 de l'année 2023. Monsieur Padelou, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors que l'année budgétaire s'achève bientôt, il convient de réajuster quelques écritures budgétaires afin de clôturer l'exercice comptable. Il est donc proposé aux membres du Conseil d'adopter une deuxième décision modificative qui porte sur les écritures suivantes. En fonctionnement, en dépenses, il convient d'abonder le chapitre 11 Affaires générales sur les lignes honoraires du fait de contentieux étant apparus en cours d'année. Par exemple, occupation illicite du terrain communal par des gens du voyage, plainte d'un automobiliste suite à un accident sur voirie, nomination d'un commissaire aux apports pour la création de la SEM, etc. Et sur la ligne maintenance du fait de l'inflation sur nos contrats. À cela s'ajoute le versement d'une dotation supplémentaire pour le CCAS, comme vu au point précédent, et une régularisation d'écriture en provision. Ces montants s'équilibrent en recettes par le versement d'allocations de compensation de la communauté urbaine supérieure à ce qui était prévu au budget primitif et d'une reprise au chapitre 12 frais de personnel. Est également inscrit en dépenses et en recettes la somme de 30 000 € qui correspond au financement via le mécénat de la patinoire pour l'exercice 2023. En section d'investissement, plusieurs subventions notifiées en cours d'année sont inscrites sur des projets déjà inscrits en dépenses, à savoir l'étude Petite Ville de demain pour 27 926 €, le fonds de concours qui se substitue au département sur le projet du cabinet médical pour un delta de 17 700 € et la DECIL qui vient en financement du projet de nouveaux locaux périscolaires à l'école de la Villeneuve pour un montant de 126 900 €. Donc, tout ça, vous le retrouvez dans le tableau qui a été annexé. Aussi, considérant qu'il convient de réajuster les crédits alloués pour tenir compte des besoins, vous avez le tableau qui est
ci-après. Il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la décision modificative numéro 2/2023 qui s'équilibre comme ci-après. Merci, Monsieur Padelou. Des questions? Madame Nol. Pouvez-vous nous indiquer le coût des frais judiciaires engagés pour l'assignation en diffamation que vous avez intenté contre notre groupe d'opposition Un Nouvel Élan pour Mézières? Parce que là, ça ne figure pas et on n'a eu aucune retombée. Non, parce que ça, c'était au budget, mais je pourrais vous le sortir, je ne l'ai plus en tête. Non, ben je vous donnerai, je ne l'ai plus en tête, mais c'était au budget. Là, les dépassements, c'est ce qui a été mis suite aux gens du voyage qui se sont installés et qui sont restés 4 jours. La création de la SEM pour un commissaire aux apports, pour information, un commissaire aux apports, ça nous permet de valider l'apport en capital de 1,4 million de la société économie mixte. C'est le commissaire qui valide le montant. Et puis un accident sur voirie, il s'avère que nous n'avons pas la compétence voirie. Il y a eu des travaux qui ont été faits par un prestataire de GPSO. Un panneau de chantier n'a pas été mis comme il aurait dû être mis. Un passant, qui n'est pas du tout un Méziérois, a eu un accrochage sur son véhicule suite à ce manque. Et du coup, il attaque la mairie. Même si on n'a pas la compétence, il faut qu'on se défende. Voilà. Par contre, pour notre assignation, le 17 juillet, le tribunal de Versailles nous a totalement relaxés pour cette accusation. La justice a reconnu que nous disions la vérité et que les élus majoritaires sont bien allés faire du karting avec l'argent des Méziérois. On avait mis ça dans la tribune, mais vous nous l'avez refusé pour une demi-journée de dépôt en retard. Donc, je profite de l'occasion, parce que vous n'en avez pas rendu compte lors des conseils municipaux qui ont suivi. Bah, au moins, vous le faites très bien. Je vous rappelle qu'il ne faut pas déformer un jugement. Ils ne vous ont pas dit que vous aviez raison. Ils vous ont dit qu'ils ne considéraient pas la diffamation comme diffamation en tant que telle, puisqu'ils ont mis ça sur le débat politique. Soit, c'est un jugement, mais ils ne sont pas venus sur le fond. Une diffamation, c'est sur la forme, Madame Nol. Mais comme vous avez l'habitude, et on le verra dans les points divers, d'alerter, tirer sur l'ambulance ou de déformer les choses, je pense que les habitants pourront très bien aller lire le compte-rendu du tribunal de Versailles qui dit juste que la diffamation n'est pas caractérisée sur les 5 points que notre conseil avait attaqués. Un peu rapide pour nous traîner en diffamation quand même. Bah, écoutez, je le referai si vous abusez encore, sachez-le. Mais on risque d'abuser, monsieur le maire. Très bien, bah, faites. Faites. Juste une précision, la tribune n'a pas été refusée, hein, le terme n'est pas juste, c'est vous qui ne l'avez pas envoyé dans les délais qui étaient impartis. Oui. La différence est quand même subtile. Vous, sur votre texte, vous avez mis à déposer avant le 18. Oui. Donc ça sous-entend le 17. Sur les questions diverses, c'était la même date, au plus tard le 18. Donc d'où la confusion. Et en plus, j'ai eu un problème d'ordinateur qui ne m'a pas permis de l'envoyer dans les temps. Oui, d'accord, mais donc, je fais juste mettre au clair le propos que vous teniez, c'est tout. Oui, j'ai joué sur les mots. Mais enfin, bon, il ne devait pas travailler le samedi. Ah si, il y a des gens qui travaillent le samedi et je vous rassure, il y a même des gens qui travaillent le dimanche, Madame Nol. Bien, je mets aux voix cette décision modificative numéro 2 de l'année 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nol, Monsieur Adichan, vous avez le pouvoir, Madame Go. Monsieur Adichan, vous abstenez aussi pour Madame Go. Vous avez vu, je surveille. 3 abstentions, vote à l'unanimité, je vous en remercie. Bien, point numéro 8, Madame Imad, sur une convention entre la commune et le CCAS pour la comptabilité. Alors, la montée en charge du service d'action sociale, conformément à la volonté de la municipalité, ainsi que le passage en nomenclature M57, puis au compte financier unique, génère une surcharge de travail et une montée en compétences pour les agents du CCAS, dont la vocation est avant tout de gérer les situations sociales. Après échange avec le service financier communal, il apparaît opportun de mettre cette ressource communale à disposition du CCAS pour la partie la plus technique de la gestion financière de ce service. Cette mise en commun nécessitait d'être clairement définie dans une convention qui est présentée aux membres du Conseil. Cette mutualisation a vocation à assurer la qualité comptable d'une part, tout en préservant les ressources communales d'autre part. La convention prendra effet au 1er janvier 2024. Considérant que les évolutions réglementaires en matière de finances locales tendent à se complexifier,
Considérant la nécessité d'assurer la qualité comptable au sein du CCAS, en dépit de ressources humaines vouées en priorité à la prise en charge des situations sociales, considérant que la commune dispose des ressources humaines qualifiées pour venir en support sur ces questions, considérant que la mutualisation des moyens répond par ailleurs à une nécessité de préservation des ressources financières communales, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention de mutualisation des moyens en matière financière et comptable entre la commune et le CCAS. Ah, on nous dit dans notre oreillette qu'il y a des problèmes de son sur Facebook, mais je laisse la régie vérifier. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 9, expérimentation du compte financier unique. Monsieur Padelou, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. La loi de finances de 2019 a prévu qu'un compte financier unique peut être mis en œuvre à titre expérimental par des collectivités territoriales à compter de l'exercice 2021. Cette expérimentation a été renouvelée dans les lois de finances suivantes. Par mail, en date du 27 janvier 2023, le conseiller aux décideurs locaux de notre circonscription a demandé à notre commune si nous souhaitions nous inscrire dans la 3e vague de communes à passer sur ce nouvel outil financier. Le compte financier unique, CFU, se substitue au compte administratif et au compte de gestion par dérogation aux dispositions régissant ces documents. Le compte financier unique a 3 objectifs: favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, améliorer la qualité des comptes, simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. La commune de Mézières-sur-Seine remplit toutes les conditions préalables pour le passage vers ce nouvel outil, à savoir l'adoption de la nomenclature M57 et la dématérialisation de ces documents budgétaires. Dans le cadre d'une généralisation annoncée de ce nouvel outil, il est donc proposé aux membres du Conseil d'expérimenter le CFU à compter de la présentation des comptes de 2023. Considérant l'intérêt pour la commune d'expérimenter ce nouvel outil budgétaire, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la mise en place de l'expérimentation de compte financier unique pour l'exercice 2023, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation du compte financier unique. Merci Monsieur Padelou. Des questions? Oui, Madame Nolde. Le gouvernement devait rendre au Parlement un rapport d'expérimentation au plus tard pour le 15 novembre, donc c'est il n'y a que 5 jours, puisqu'on est le 20 et quelques. Je ne comprends pas que là, on rentre directement dans l'expérimentation, surtout qu'apparemment, ça apporte un coût supplémentaire en coût de gestion pour mettre en place cette expérimentation. Non, ça... alors, je pense que ce que vous parlez, c'est le résultat de la première vague qui va découler dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, le Trésorier public nous propose de rentrer dans cette expérimentation dans le cadre de notre collectivité territoriale, à l'image de ce qu'on a fait pour le passage en M57. Donc ça ne coûte rien à la collectivité. Et au contraire, je trouve que ce sera beaucoup plus lisible pour que chaque élu comprenne bien. Jusqu'à hier, avant de voter le budget, qui est le budget prévisionnel, le compte primitif, on devait voter en amont le compte administratif, qui est les dépenses de la commune, et le compte de gestion, qui est la même chose, mais validé par le Trésorier public. Là, le législateur nous propose de voter qu'un seul compte, qui du coup s'appelle ce compte financier unique. Voilà, et qui reprend la même chose. Mais ça ne coûte rien à la collectivité. Et cette expérimentation sera étendue à toute la France. Il n'y a pas de risque que l'État revienne sur cette décision? Alors, je ne suis pas législateur. Et que ça ne soit pas trop tôt pour le prendre, nous. Je ne suis pas législateur, mais on a été dans l'expérimentation pour le passage en M57, de la M14 à la M57. Ça s'est bien passé, et puis ensuite, toutes les communes y sont devenues. Je pense sincèrement que ce CFU, toutes les communes après nous, voilà, en fait, il se rôde, le Trésor public se rôde avec des communes comme la nôtre, où enfin, voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci majeur. Ça nous permet de... Ils se rodent avec nous et on se teste, et ensuite les autres vont découler. Je pense. Après, on n'est pas à l'abri que le législateur change d'avis dans 6 mois et vous me direz, monsieur le maire, je vous avais prévenu, mais je suis ni député ni sénateur, Madame Nolde. Aujourd'hui, la loi dit qu'on va devoir y passer.
Oui. Le Trésor public dit bah, allez-y, Mézières, vous pouvez être avant-gardiste sur le sujet, et comme ça, on essuie les plâtres ensemble, mais surtout, on apprend à marcher ensemble, ce qui nous permet d'avoir aussi les services du Trésor public qui travaillent de concert avec les nôtres. Ce qui ne sera pas forcément le cas des autres communes, et on l'a vu dans la M57. Nous, on a eu la chance d'être très accompagnés. Il y a d'autres communes, ça a été plus difficile pour elles. En précision, ça serait, pour le moment c'est facultatif, mais la ligne d'obligation devrait être pour 2027, quand ça sera, si c'est voté d'ici là, en tout cas, suite aux analyses des vagues d'expérimentation qui ont été rendues. Par contre, j'ai une autre question aussi. Au niveau des changements des attributions des adjoints et tout, je ne trouve pas d'adjoint aux finances dans votre... Parce que nous avons fait le choix de... Parce qu'aujourd'hui, l'adjoint aux finances, Madame Noll, de vous à moi, on n'a pas trouvé l'utilité d'avoir un adjoint aux finances. Aujourd'hui, la garante, ou le garant, si c'est un homme, du budget, c'est le directeur général des services. C'est lui qui va engager les bons de commande et nous dire si sur les comptes, il reste de l'argent, etc., etc. Et c'est... Aujourd'hui, s'il faut juste un adjoint aux finances qui va signer à la place du maire ou de l'adjoint concerné. Je veux dire, aujourd'hui, on a changé la façon de travailler. C'est qu'au début de notre mandat, l'adjoint finance, il signait quasiment tout en lien avec la comptabilité. Pour responsabiliser les adjoints et les chefs de service, on a fait le choix que tous les trimestres, il y avait un point financier qui était fait avec chaque adjoint et les chefs de service et la comptabilité. Et chaque adjoint, avant que je signe, pour quand même voir ce qui se passe, chaque adjoint signe le bon de commande. Donc il engage qu'il a bien vu que pour les écoles, par exemple, on allait les emmener au cinéma, etc. Et il voit au fil de l'eau son budget fondre en disant, je sais pas, j'avais une enveloppe de 15 000 € ou de 20 000 €. Et du coup, l'adjoint, il est responsabilisé et c'est plus une seule personne qui signe pour tous les adjoints. Chaque adjoint signe son budget avec le chef de service. Et il n'y a pas un risque entre ce que le décideur et celui qui valide après la dépense, ça va être le même pratiquement dans ce que vous me dites. Ouais, parce qu'en fait, on a mis en place, bon, je vois que vous êtes très intéressé au fonctionnement de la collectivité, mais c'est très bien. Oui. On a mis en place un circuit de parapheurs. C'est-à-dire, il y a un budget que l'on vote tous ensemble et on alloue à tel service 15 000 € de budget, ou plus. Et on ne fait pas d'ingérence. Les services, c'est des professionnels, par exemple la petite enfance ou d'autres. Et ils ont travaillé avec l'adjoint concerné, en l'occurrence, par exemple, c'est la petite enfance, Madame Elouari, et puis ils veulent emmener les enfants à tel ou tel endroit. Donc forcément, ils font des devis, et puis quand ils font des devis, ils vont voir le comptable, ils font un bon de commande. C'est le comptable qui met le numéro d'engagement. Ça veut dire, donc c'est lui le premier qui signe, en disant, il y a bien l'argent sur le compte, on n'a pas trop dépensé, il y a bien l'argent sur le compte, donc je mets un bon d'engagement. Une fois que ça s'est fait, l'adjoint valide ce que le chef de service a demandé au comptable. Une fois que ça s'est fait, la directrice générale des services valide en regardant ce que la comptabilité a fait, etc., et en regardant les comptes. Et une fois que tout ça c'est fini, ça arrive sur mon bureau et j'ai toutes les signatures et moi je valide que j'ai bien vu et que ça me convient. Voilà. Donc il n'y a aucun risque. Non, mais j'étais surprise qu'il n'y ait plus d'adjoint aux finances. Mais vous avez la réponse. En regardant l'organigramme et en regardant les fonctions de chacun, ça m'a surpris. Sur ce CFU, d'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Noll, Monsieur Adichan et Madame Gau. Merci. Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point suivant, c'est pour moi. Alors, mes chers collègues, il s'agit d'une participation à l'action élus ruraux relais d'égalité et désignation d'élus ruraux relais égalité. L'Association des maires ruraux de France, la MRF, a candidaté en décembre 2021 à un appel à manifestation d'intérêt interministériel visant à mettre en place des actions adaptées aux spécificités des territoires ruraux en faveur des femmes. La MRF a ainsi mis en œuvre une action dénommée élus ruraux relais de l'égalité, qui se décline autour de 3 axes. D'une part, la désignation d'un élu référent au niveau départemental et l'identification des élus volontaires pour être relais d'égalité au niveau des conseils municipaux, éventuellement un binôme en fonction des besoins et disponibilités sur le terrain. La formation des élus relais à la lutte contre la violence faite aux femmes et toute forme de discrimination grâce à une formation inédite et spéciale élue. Et enfin, la mise en place d'un réseau au niveau
infradépartementales, départementales et nationales, regroupant des élus, relais communaux et d'autres acteurs impliqués dans le domaine afin de renforcer les synergies locales, par exemple familles rurales, associations Solidarité Femmes, etc. Le rôle de l'élu en proximité sera celui de relais, repérer et ou recueillir la première parole de la victime, puis orienter et accompagner vers les structures spécialisées. Pour ce faire, l'élu relais municipal bénéficie d'une formation inédite créée spécialement pour les élus qui faciliteront leur mission si les relais souhaitent se former sur d'autres compétences en lien avec leur mission. La MRF peut les orienter vers ces structures partenaires qui offrent aussi des formations liées au sujet. Est identifié au sein de la commune par exemple, un livret d'accueil, le panneau d'affichage, ça peut être le site internet, le journal municipal, et joignable facilement par un courriel, une boîte postale ou une boîte aux lettres en mairie, des disponibilités pouvant être assurées par la présence d'un binôme. Reçoit les personnes dans un lieu sécurisé permettant la confidentialité, s'engage à respecter bien sûr la confidentialité, mais tout en œuvre pour rentrer en relation avec des structures adaptées et y orienter la victime, impulse des actions de sensibilisation à ce sujet auprès de divers publics, prévention par exemple auprès des jeunes. La participation de la commune de Mézières-sur-Seine s'inscrit dans la continuité de la volonté municipale de mettre en œuvre des moyens de réaction face aux violences, comme dans les délibérations de création d'un logement d'urgence de septembre dernier. Au cœur de cette urgence s'inscrivent les violences conjugales contre lesquelles la municipalité souhaite s'engager. Considérant la volonté municipale d'œuvrer pour les violences familiales et en faveur de l'égalité, il est proposé aux membres du Conseil de participer au plan d'action élus ruraux relais l'égalité déployé par l'Association des maires ruraux de France. Pour répondre à d'éventuelles questions, c'est gratuit. De désigner Madame Gall comme élue rurale relais de l'égalité en principal et Madame Zora Imad comme adjointe ou suppléante. Voilà. Y a-t-il des questions? Ouais, moi, Madame Nolte. J'ai quelque chose à dire, parce que ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Alors, parlons-en. Depuis votre élection, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre attitude à mon égard est assez éloquente. En effet, alors que je suis conseillère municipale, vous n'avez de cesse d'avoir une attitude suffisante, railleuse et moqueuse à mon encontre. Ça en dit long sur votre état d'esprit, sur le respect dû aux femmes. Les mails que nous avons échangés la semaine dernière, suite à ma demande de consultation du dossier papier du cabinet médical, prouvent là aussi le peu de respect que vous me devez quand vous écrivez que je ne comprends pas tout. Mais contrairement à ce que vous pensez, et ce malgré mon âge, je suis encore capable de lire et de comprendre des documents et d'additionner des chiffres pour appréhender correctement des dossiers et la gestion financière de la commune. Étant une élue municipale, ça me donne le droit de consulter à tout moment tous les dossiers papier et des projets ou autres dans le cadre de mon mandat. Vos présentations partielles, floues et non chiffrées ne me permettent pas d'avoir une vue d'ensemble des projets et de leur financement. Votre dernière réunion publique de vendredi soir sur le projet du complexe multisport et de loisirs du stade de la Conge en est la preuve évidente. Vous êtes maire et vous avez l'obligation d'avoir un respect et une attitude irréprochable envers autrui, envers tous vos concitoyens, hommes et femmes, et cette délibération vous y aidera certainement avec votre référente Mme Gall et Mme Imad comme adjointe. Très bien, Madame Nolte. J'étais particulièrement en colère après les messages que vous m'avez envoyés en supposant que je ne suis pas capable de comprendre un dossier. Ça m'a fichu dans une rogne, vous ne pouvez pas savoir. Je pense que, déjà, vous n'avez pas compris l'intérêt de cette délibération. Si, c'est pour la violence faite des femmes, mais n'importe quelle violence qu'elle soit, orale ou de pression, n'est pas mieux. Très bien. C'est une violence quand même. Je vous ai écouté, vous allez peut-être m'écouter. Aujourd'hui, on est dans un cadre spécifique de violence intrafamiliale, de violence faite aux femmes, etc. Et je pense que les habitants qui ont l'habitude de nous regarder au conseil municipal apprécient souvent, ou pas d'ailleurs, toute la défiance que vous nous faites, et parfois que vous me faites, les accusations, la calomnie, la diffamation. Et à un moment donné, et on le verra dans les points divers, si vous avez la transparence de lire simplement ce que vous m'avez envoyé dans les questions diverses, c'est encore une fois la même chose. Mais où va l'argent? Que faites-vous avec l'argent? C'est toujours la même chose, c'est de la défiance, et c'est ouvertement dire mais tu sais pas gérer, tu détournes l'argent, tout le temps. Et vous croyez, et encore une fois, Madame Nolte, vous avez la chance, je vous réponds toujours avec le sourire. Pas tout le temps. Alors c'est vrai que vous pouvez dire il me répond, c'est condescendant, etc. Mais
regardez aussi, et je vous invite à regarder. Moi, à chaque fin de conseil municipal, je regarde le conseil municipal et je regarde mes élus, etc. Et plusieurs fois, je me dis quand même, j'espère que vous regardez ces vidéos parce que vous êtes vraiment dans l'attaque tout le temps, sur tous les sujets, dans chaque délibération. Et à chaque fois, vous m'accusez de choses qui sont quand même incroyables. Et on le verra en point divers. Ma réponse ne vous plaira pas. Et vous direz encore une fois que je vous attaque. Mais regardez comment vous posez les questions. C'est aussi simple que ça. Je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 11, modification du règlement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Monsieur Padeloup, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Par délibération en date du 5 juillet 2021, la municipalité a acté des modalités de paiement des heures supplémentaires sur la commune. Avec la reprise de la compétence police municipale au sein de la commune, il s'avère que les dispositions de rémunération de ces heures pour ce service ne correspondent pas à la volonté de la majorité municipale quant au fonctionnement du service de police municipale. Aussi, il est proposé de modifier ce règlement des IHTS comme suit. Article 2, conditions de réalisation des heures supplémentaires indemnisées. L'indemnisation financière des heures supplémentaires est limitée aux heures effectuées dans les conditions suivantes. Alors ça, c'est ce qui suit est préexistant, et je vous dirai ce qui change juste après. Les heures effectuées un dimanche, un jour férié ou de nuit entre 22h et 7h. Les heures effectuées sur une journée habituellement non travaillée par l'agent, exemple le samedi pour le service technique, le mercredi pour les ATSEM ou encore le lundi pour la bibliothèque. Les heures dédiées à un travail exceptionnel sur une journée de travail habituelle mais hors temps de travail habituel et sortant des missions attribuées habituellement à l'agent, exemple la mise sous pli, les heures de déplacement et travail effectif réalisés dans le cadre d'une astreinte. Donc tout ce qui était cité juste avant, c'est ce qui était préexistant. Ce qui vient s'ajouter, ce qui modifie et ce qui nous fait voter ce soir l'article, alors il s'agit des heures effectuées en dehors des heures habituelles de travail pour les agents de la police municipale, spécifiquement, et notamment lors des services en soirée, de nuit, sur un jour férié ou un jour de week-end. Les heures supplémentaires n'entrant pas dans ce cadre devront être récupérées. Par dérogation à ce qui était indiqué ci-dessus, toute heure excédentaire au temps de travail, tel que déterminé dans son contrat ou arrêté pour un agent contractuel, ouvre droit à paiement des IHTS, quelle que soit la période de réalisation de ces heures, dans la mesure où la nécessité de service n'a pas permis à l'agent de récupérer ces heures en repos compensateur. Considérant le souhait de la municipalité d'étendre les possibilités de rémunération des heures supplémentaires des agents de police municipale, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la modification de l'article 2 du règlement des IHTS, adopté par délibération du 5 juillet 2021, comme précisé ci-dessus. Merci, Monsieur Padeloup. Des questions sur cette délibération qui, je rappelle, a eu un avis unanime du CST le 6 novembre 2023. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Convention avec l'Antaille. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Très bien, merci Monsieur le maire. Du fait de la réintégration des agents de police municipale au sein des services communaux, il convient de conventionner avec l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, lorsque ce service sera amené à faire placer un véhicule en fourrière. Cette convention s'inscrit dans le cadre du décret du 24 juin 2020 qui a créé un système d'information national centralisé de gestion des fourrières automobiles. En la signant, la commune confie à l'Antaille le soin de notifier aux propriétaires et à traiter avec eux les mises en fourrière des véhicules soustraits au domaine public. Ce service est facturé à la commune à hauteur de 1,67 € par avis envoyé, selon l'annexe que vous avez pu recevoir à la convocation. L'intérêt de cette convention porte sur le gain de temps et d'efficacité de procédure pour la commune pour une contrepartie financière très modique. Une fois signée, la convention sera valable jusqu'au 31 décembre 2025. Considérant qu'il convient de conventionner avec l'Antaille pour le traitement des mises en fourrière automobiles, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention avec l'Antaille relative au traitement des avis de mise en fourrière 2023-2025. Très bien, merci Monsieur Padeloup. Des questions sur cette délibération? Très bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Padeloup, je vous laisse le point 13, qui est la délibération que nous vous avons mis sur table. Donc vous avez à la fois la convention avec la Chambre des métiers de l'artisanat et la délibération qui sera ajoutée à la note de synthèse.
Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'ils étaient vraiment installés ou comment ça se passe? La salle d'armes a été faite, leur bureau, leur... Alors, vous aviez dit à un moment qu'ils étaient installés à la mairie, mais est-ce que vous avez entamé les travaux? Comme je ne fais pas les commissions de travaux, je pose la question là. Le 1er octobre, dès qu'ils sont arrivés, ou le 2, je ne sais plus, le 2, parce que le 1er, ça devait être un dimanche, tout était prêt. Ils sont arrivés, leur ordinateur portable de travail était prêt, leur bureau était prêt, la salle d'armes était prête, tout était prêt. Ensuite, on a été récupérer les armes à la police anciennement pluricommunale. Mais aujourd'hui, ils sont prêts. Enfin voilà, ils sont en action et ça travaille. Vous devez certainement les croiser de temps en temps. Ils font aussi les points écoles. Enfin voilà, ils sont opérationnels. Okay. Et la voiture est réparée? La voiture est réparée. Je limite les frais puisque, vous le savez, dans le cadre du budget, on avait mis 45 000 € au budget pour changer le véhicule. Et en définitif, on ne dépensera pas toute la somme, donc tant mieux. Et on leur a acheté un Duster pour pouvoir circuler un peu plus dans les bois et les chemins ruraux, qui est censé arriver au mois de décembre. Et donc le 3008 a été racheté, je ne sais plus, 10 500 € en l'état par Renault qui nous vend du coup le Duster. Voilà. Donc du coup j'ai perdu point 13. Non. Si, c'est ça. Le point 13, c'est la parcelle. Ah, pardon. Ah bah, désolé. J'ai oublié une délibération ô combien importante. Madame Drouet, point 13, mise en vente de la parcelle K 0799. Oui, pardon. Ah oui, je précise que sur la note de synthèse ainsi qu'en commission, il y a une erreur de frappe. Ce n'est pas 100 000 €, mais c'est 102 000 €. Je précise. Donc, nous revenons sur cette parcelle évoquée au précédent conseil. Donc, comme décidé la dernière fois, cette parcelle a été mise en vente auprès des agences immobilières de la commune. L'une d'entre elles a justement reçu une proposition au prix de 102 000 € net pour la commune. Cette proposition est conforme à l'avis des domaines relative à cette transaction. Il est donc proposé ce soir aux membres du Conseil d'accepter cette proposition dans les conditions précisées ci-dessous. Donc, il est proposé d'approuver la vente de la parcelle K799 au prix de 102 000 € net vendeur au bénéfice de Monsieur et Madame Wang, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette vente et enfin d'autoriser la prise en charge éventuelle de frais dans le cadre de cette vente. Des questions? Quelle agence? C'est... on a le droit de le citer? Cabinet Jonathan. Pardon, dans le texte, il est mis qu'il n'y a pas de possibilité d'accès de véhicules. Donc ça va être un terrain à construire. Donc, Aujourd'hui, c'est un terrain vendu en l'état et qui, oui, a vocation à construire. Il est en zone constructible. Aujourd'hui, il n'est pas accessible par véhicule, mais demain, eux, ils vont acheter. Donc là, vous m'autorisez à le vendre, mais du coup, à signer la promesse de vente. Donc vous le verrez, il n'y a pas de DM qui sera faite avant 2024, vu que l'argent, on le touchera qu'en 2024. Les gens vont acheter sous condition d'obtention du permis de construire, ce qui est le cas de tout le monde. Et ils vont poser un permis qu'on constatera certainement. Déjà, on verra s'ils respectent le PLU, et puis on préviendra les voisins comme on fait tout le temps. Et seulement s'ils ont le permis, avec bien sûr un accès véhicule, ils achèteront. Voilà. Et un parking. Bah, c'est pas un parking, c'est 2,3 places de parking. Oui, oui. Pour ça, ça m'étonnait parce que c'est précisé dans la. Non, c'est un terrain vendu en l'état, mais qui est constructible. D'accord. D'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Ah, Monsieur Varlet s'abstient. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Cette fois-ci, Monsieur Padelou, c'est vous qui terminez le bal avec le point 14 qui était la délibération sur table. Très bien, merci. Donc, pour ce dernier point, qui concerne la convention avec la Chambre des métiers de l'artisanat dans le cadre des conventions avec France Service, la Chambre des métiers de l'artisanat CMA
Et la municipalité souhaite de manière commune proposer aux artisans de Mézières-sur-Seine et des proches alentours un lieu de rencontre et d'échange pour l'accompagnement de ces professionnels par la Chambre consulaire. De par son statut d'organisme d'intérêt public, ce nouveau partenariat est conclu à titre gratuit. Considérant qu'en s'associant à France Service, la Chambre des métiers de l'artisanat déploiera un service de proximité pour les professionnels isolés des métiers de l'artisanat, considérant que ce partenariat permet ainsi à la municipalité d'accompagner et de soutenir l'artisanat sur la commune, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la convention de partenariat entre la commune et la Chambre des métiers de l'artisanat au sein de la France Service et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et en suivre l'exécution. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous arrivons à la fin de ce conseil municipal. Comme d'habitude, les élus minoritaires m'ont envoyé des questions diverses. Je vous laisse la parole de lire vos questions. Qui veut commence? Excuse-moi, alors j'étais... La société d'Artagnan, depuis le 11 novembre 2023, a arrêté ses activités de budget participatif qui avaient été faites pour l'Église pour devenir un opérateur de 4 châteaux à part entière. D'où ma question, où est passé l'argent versé par les Méziérois, puisque c'était des parts dans cette société, et où en sont les travaux du site, le site de la DRAC, n'évoquant nulle part un projet concernant l'église de Mézières. En plus, je vais rajouter un truc. Pourquoi les gouttières de l'église sont pleines d'herbe alors qu'on a démoussé le toit? Ça n'a pas pu nettoyer en même temps? Parce que l'eau, elle dévale sur les murs de l'église. Alors, pour l'herbe, normalement, quand ça a été démoussé, ça a été nettoyé. Donc, à mon avis, il doit y avoir un autre souci qui bouche, mais mon adjoint aux travaux vérifiera ça. Quant à votre question, la preuve, quand j'ai lu votre question, et je la lis, où est passé l'argent versé par les Méziérois? Oui, et où sont les travaux? Parce que, en fait, la société d'Artagnan, moi, quand vous nous avez présenté cette délibération, moi, je crois que c'était comme pour les anniversaires, les Méziérois mettaient de l'argent et c'était reversé automatiquement à la commune. Mais apparemment, c'est des parts que vous avez pris dans une société de mécénat. Vrai ou faux? C'est ça ma question. Vous avez donc, Madame Noll, un don pour montrer votre défiance. C'est indécent. Vous rendez-vous compte de la question? Je vous cite. Où est passé l'argent versé par les Méziérois? Qu'insinuez-vous? Que croyez-vous? Où voulez-vous en venir? Alors oui, je vais quand même vous répondre. La société d'Artagnan a arrêté ses activités de budget participatif. Oui, ils sont désormais opérateurs et co-investisseurs afin de sauver le patrimoine bâti français. Mais si vous analysez convenablement le budget communal, en votre possession depuis son vote en avril 2023, vous sauriez que nous avons perçu cet argent, environ 19 000 €, que les donateurs ont bien défiscalisé leurs dons et que cette somme est figée dans le budget investissement en attendant l'accord et les financements de la DRAC et du département pour démarrer les travaux liés à ce don. Si vous aviez suivi la présentation du budget avant de voter contre, vous sauriez aussi que pour avoir l'accord de la DRAC, démarrer les travaux, ils nous ont demandé une étude globale de l'église avec un carnet d'entretien réalisé par un architecte du patrimoine, également au budget investissement 2023. Ceci sera certainement mis en reste à réaliser, car nous avons un rendez-vous avec les services de la DRAC en décembre, justement, pour faire avancer ce dossier et bien comprendre ce qu'ils attendent de nous. J'espère donc avoir rassuré votre suspicion. Il sera donc normal également que ces 19 000 € en investissement fléchés sur la rénovation de l'église réapparaissent sur le budget de 2024. Vous regarderez, c'est un compte, c'est marqué l'église, 19 000 €, c'est les dons des habitants, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a des gens de la France entière qui nous ont donné, c'est dans le budget. Mais qu'est-ce qui reste sur le budget? Parce que vous aviez une subvention de 75 000, 20 000 de dons, ça faisait 95 000. Bon, il y a 90 000 sur le budget, je les ai bien trouvés. Mais vous deviez réinvestir 100 000 pendant 5 ans, 10 000 pendant 5 ans pour continuer les travaux sur l'église. En fait, pourquoi du coup on a fléché les 19 000 € et qu'on n'y touche pas? C'est que la DRAC
Et les subventions qu'on attend, c'est les subventions de la DRAC, avec l'autorisation de démarrage des travaux. Mais la DRAC nous dit qu'avant de nous autoriser à nous donner la subvention, donc la subvention, on ne l'a pas encore touchée, ils veulent qu'on fasse un carnet d'entretien avec une étude globale de l'église par un architecte du patrimoine, qu'on a mis au budget 2023. Mais comme je n'ai pas envie de dépenser trop d'argent pour quelque chose que je n'ai pas bien compris, et que les services n'ont pas bien compris, et que même l'architecte du patrimoine n'a pas totalement compris, on a pris rendez-vous avec eux. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas grand-chose. Ouais, en plus, il faut savoir que les gens de la DRAC, entre 2022 et 2023, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des départs en retraite et des départs. Et donc, nos interlocuteurs d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. Donc, je préfère faire un rendez-vous sur site avec notre architecte du patrimoine et les gens de la DRAC, qu'on comprenne bien, et on mettra certainement soit en restérialisé si on l'engage, ou soit on le remettra simplement au budget vu que ça n'a pas été dépensé. Mais en tout cas, légalement, les gens ont donné de l'argent, ça s'appelle un don, ils l'ont défiscalisé, donc ils ont prévenu le fisc. Nous, on ne peut pas le dépenser pour autre chose que la rénovation de l'église. Donc tant que ce n'est pas fait, ça sera toujours en recette d'investissement, et vous pourrez regarder le budget, c'est écrit dessus. D'accord, mais je ne savais pas si ça vous avez été versé. C'était ça ma question. Ah, si. Quand on a appris que cette société ne gérait plus que 4 châteaux, là où les gens achètent des parts. Et donc, c'était ma question. Ce n'est pas une suspicion, c'est de savoir ce qu'il est sur le dossier. Pour la DRAC, vous aviez dit en 2022 que ça serait fait en 2023. Il n'y a toujours rien. Il y a quand même si ce n'est pas une suspicion, quand même. Il y a quand même une façon de demander. Quand vous dites, mais où est passé l'argent des Méziérois ? Mais il n'y a pas d'autre façon de dire, voilà, je n'ai pas bien compris, je ne l'ai pas vu dans le budget, est-ce que vous pouvez me rassurer sur un point ? Il manque 19 000 € quelque part. Voilà, je vais vous répondre. Mais où est passé l'argent des Méziérois ? Enfin, je ne sais pas, chers collègues, ça ne vous choque pas ? C'est à un moment, moi j'ai reçu ça, je me suis dit, mais quoi encore ? Mais elle n'a pas dit que vous l'avez volé. Donc voilà, donc parfois, pour répondre tout à l'heure, comme je vous le disiez, je pense que, et j'essaie toujours de répondre, et même vous l'avez vu dans la réunion publique, même quand parfois on n'est pas d'accord avec moi, je réponds toujours correctement, posément. Je suis élu et le maire de l'ensemble des Méziérois, même quand ils ne sont pas d'accord avec moi. Maintenant, quand on m'attaque, ou quand je me sens attaqué, forcément je réponds. Et quand c'est une fois, ça passe. Quand c'est 2 fois, ça commence à m'agacer. Au bout de 3 fois, je réponds un peu plus fermement. Voilà. Monsieur Pinchot, c'est à vous. Bon, alors je vais être très prudent dans ma question. Parce que... On a besoin de je vais soigner la forme, le fond, je ne sais pas. Moi, je voulais vous parler de l'évolution prévisible, vous voyez, je suis prudent, pour les Méziérois, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Parce que les Méziérois qui sont propriétaires de leur logement viennent de connaître une augmentation, je cherche le mot le moins importante, de la part communale des taxes foncières. Je sais que des discussions ont eu lieu à GPSO pour réformer la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et entre guillemets, harmoniser le taux. Où en est-on de ces discussions ? Quelles sont les décisions prises ? Alors, j'ai quelques informations privilégiées, parce qu'étant un élu, j'ai évidemment les informations de GPSO et tout, mais là, moi, je voudrais qu'on s'adresse à l'ensemble des habitants de Mézières et qu'on leur parle des impacts en termes de montants à payer et bien sûr en termes de évolution des prestations concernant l'enlèvement des ordures. Puisque je termine juste sur une information que vous allez soit confirmer, soit infirmer ou contredire. J'ai regardé ma feuille d'impôt de taxe foncière. J'ai vu que le taux à l'heure actuelle est de 4,04%. Et je vois dans les documents de GPSO qui risque de passer pour Mézières à 7,95%. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. Eh bien, je vais vous répondre. Et merci pour cette question, Monsieur Pinchot, qui fera l'objet d'une communication complète dans un prochain bulletin municipal, puisque, comme vous, nous avons à cœur que les habitants sachent ce qui va se passer. En effet, dans un souci d'équité, et parce que la loi oblige à harmoniser les taux de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, GPSO a décidé d'harmoniser cette TOM, cette taxe d'ordures ménagères, en laissant le choix des niveaux de service et donc du taux associé aux 73 communes.
Il y a 4 niveaux de service. Sur les 4 niveaux proposés, nous avons eu l'opportunité de choisir où mettre le curseur. Soit en dégradant le service proposé, par exemple en sacrifiant le ramassage du verre, VE2RE, ou des encombrants, soit en le maintenant, ce qu'on a aujourd'hui, ou soit en l'améliorant. En ce qui nous concerne, et en droite ligne avec notre programme électoral, je vous annonce que nous avons choisi de conserver nos services et d'en ajouter un nouveau. Les Méziérois bénéficieront donc à partir de novembre 2024 du ramassage en porte-à-porte des végétaux, tous les 15 jours, de mars à novembre. De manière générale, à l'échelle de GPSO, cela a nécessairement un coût de l'ordre de 1,50 € par mois à 8 € par mois, suivant le niveau de service et le type de logement. Pour compléter cela et reprendre votre question, sachez que la TOM est en effet payée par les propriétaires sur la taxe foncière, mais qu'elle est généralement refacturée aux locataires. Tous les Méziérois paient donc cette taxe par un service. Enfin, et je répète que nous communiquerons largement en 2024, durant cet été et d'ici novembre 2024, les Méziérois vont recevoir un container supplémentaire spécifiques aux déchets végétaux qui seront ensuite acheminés pour compostage à Flacourt. Je vous remercie pour ces questions divers. En conclusion, je voulais vous dire de ne pas oublier le samedi 2 décembre, l'amicale du personnel de la commune organise une soirée karaoké. J'invite tous les Méziérois à s'inscrire, bien évidemment. Le 5 décembre, la cérémonie commémorative pour l'Afrique du Nord. Le 8 décembre, l'inauguration de la patinoire, l'illumination du grand sapin et il y aura un petit show sur la glace. On vous attend bien sûr nombreux. Tout ceci est sur notre nouveau site internet. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et j'invite le conseil municipal à rester pour signer la décision modificative du budget que nous avons voté. Merci, bonne soirée.